Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois dans un cadre différent, puisqu'on va parler travail, et donc quoi de mieux que d'être à mon bureau. Donc comme j'avais demandé sur Instagram, j'avais demandé si une vidéo sur comment je m'étais organisée tout pendant mon mémoire pour ma prise de notes dans mes recherches, pour organiser mes recherches, etc. avant l'étape de rédaction. Si ça vous intéressait, etc. Et c'était le cas, vu les réponses que j'ai pu avoir. Donc, du coup, nous voici, nous voilà. Si tu connais absolument pas la chaîne, du coup, je viens de finir mes études en histoire de l'art, en finissant avec un master de recherche, et en faisant du coup 2 mémoires. Bref, qui sont juste ici d'ailleurs, mais bon. Passons. Et du coup, là, les conseils que je vais donner, c'est vrai que c'est un peu plus axé sur l'histoire de l'art, notamment pour tout ce qui va être le corpus d'œuvres, etc. Mais il y a des choses qui, je pense, sont un peu générales au master de recherche en général, du moins dans les sciences sociales. Donc je pense qu'il y a des choses que tu peux reprendre même si t'es pas en histoire de l'art. Ensuite, quelques petites généralités avant. Peut-être que ta fac t'a fourni un manuel de comment rédiger un mémoire, etc. Donc le plus important, c'est que si c'est le cas, tu te fies absolument à toutes les normes de ce dossier, parce que moi, étant de Parisien, il y a certaines normes qu'on a qui sont pas valables dans d'autres universités. De toute façon, je vais pas parler de bibliographie, de normes bibliographiques, de ce qui est attendu d'un mémoire ou quoi que ce soit, je veux vraiment juste te parler de l'organisation qu'il y a autour. Mais vraiment, réfère-toi toujours à ce que ton université te donne, parce que en fonction des facs, ça change, et même au sein d'une même fac, en fonction des disciplines, c'est pas la même chose. Et ensuite, là, je vais te proposer ma méthode, mais c'est totalement possible que ma méthode ne te convienne absolument pas, et c'est normal, parce que c'est aussi à toi de trouver ta méthode. Et donc là, moi, je te lance des pistes de réflexion, des pistes de ce qui pourrait t'aider, mais c'est possible voilà, qu'il y ait des éléments que t'aimerais faire autrement, que par exemple, moi ça m'arrive de prendre des notes à la main, peut-être que toi tu veux tout faire sur l'ordinateur, donc adapte-toi à ce que toi tu préfères. Et évidemment, je te conseille d'aller voir ma playlist conseils sur la fac où j'ai déjà pu parler du master. Si ça t'intéresse, évidemment j'ai mes notes ici pour pas me perdre, pour que la vidéo soit un minimum organisée, et du coup il y aura des timecodes pour t'y retrouver un petit peu. Déjà on va parler du plus simple et qui va prendre le moins de temps, c'est la prise de notes pendant les séminaires que tu vas avoir. Donc c'est-à-dire que j'en ai déjà un peu parlé, mais contrairement à la licence, tu vas avoir des séminaires qui auront un thème, et généralement ce thème c'est les recherches que font en ce moment ton professeur. Et du coup, ça te permet de comprendre un petit peu la méthodologie par son expérience, mais aussi d'apprendre des choses sur son domaine, enfin voilà, vraiment comme un cours classique d'histoire de l'art, on va dire. Du coup, ça peut arriver que certaines recherches rentrent dans le thème de tes recherches à toi. Donc moi, ce que je faisais dans ces moments-là, c'est que pour ma culture personnelle, je prenais des notes comme un cours classique. Mais par contre, quand il y avait une piste ou quelque chose qui me rappelait mes propres recherches, je le mettais en... Oui, parce que du coup, je tape à l'ordinateur pour les cours. Donc je le mettais en rouge et en gras, et parfois même je surlignais pour être sûre de bien voir. Et ça m'arrivait de noter dans un petit carnet que dans tel cours, j'ai noté des trucs qu'il faudra que je reporte sur mes propres recherches. Ou parfois, tu vois, il y a un prof qui va te donner des conseils, ou tu vas avoir une révélation pendant son cours. Je l'ai noté toujours dans un coin pour être sûre de ne pas oublier. Je l'ai noté tout de suite parce que sinon, voilà, tu vas oublier de le noter et tu vas oublier ce que tu t'étais dit dans ta tête. Donc voilà, ça c'est le plus court, c'est vraiment le plus simple. Ce qui va être vraiment le corps de ton mémoire, c'est tes recherches perso et tout le travail de recherche que tu vas mener pour construire ton mémoire. Donc au début, tu vas lire pas mal de choses pour déblayer ton sujet, pour comprendre les termes de ton sujet, pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit ton sujet, etc., etc.
Ce qui fait que tu vas être en contact avec beaucoup d'articles, beaucoup de livres, beaucoup de documents et qu'il faut vraiment savoir s'organiser parce que sinon tu vas vite t'y perdre et tu peux vite mélanger tes recherches, etc. Ne pas pouvoir les référencer correctement, ne pas pouvoir les retrouver si tu as besoin de retrouver un livre, etc. etc. Donc pour ça, moi ce que je faisais c'était deux choses. Ça m'arrivait en fait en fonction de mes moments de prendre des notes sur mes carnets parce que je suis, on va dire, mi-moderne, mi-vieille école. J'aime bien prendre à la main des notes, surtout que ça me permet parfois d'ajouter mes réflexions en marge ou dans la marge ou ce genre de choses. Donc du coup, je t'ai retrouvé quelques petits carnets. Il n'y en a pas beaucoup, j'en avais beaucoup plus, mais je ne sais pas dans quelle boîte je les ai rangés. Mais du coup, globalement, ce que je faisais, bon, par exemple, tu vois, ça arrive qu'il y ait des livres où tu trouves pas grand chose, mais ce que je faisais, c'est que forcément, je notais la référence entière du bouquin, donc le titre, l'auteur, lieu d'édition, édition, date, et ensuite, en prenant mes notes, les notes que je prenais ou les citations que je reprenais, juste avant, je note le numéro de page. C'est extrêmement important parce que quand tu vas rédiger et qu'il va falloir référencer ce que tu es en train de dire, et bien dans tes références, il faut mettre le numéro de page du livre, de l'article que tu as lu pour avoir cette information ou pour développer cette réflexion et du coup c'est très important de mettre les numéros de page parce que quand tu es en rédaction tu vas avoir la flemme d'aller rechercher ces bouquins, etc. Ce bouquin je le référence aussi correctement pour pouvoir le retrouver si jamais j'en ai besoin ou que j'ai besoin de relire quelque chose. Et aussi, là, je l'ai pas fait, mais ça m'arrivait de mettre la bibliothèque dans laquelle je l'ai consulté pour y avoir accès plus facilement et savoir où je devais réserver, etc. Donc voilà. Et après, ça m'arrivait aussi de prendre des notes sur ordi. Et globalement, je faisais un peu pareil, mais version traitement de texte sur ordinateur. Ensuite, généralement, ce que je faisais aussi, c'était pendant la rédaction, quand tu as toutes ces recherches, etc. Ce que je faisais, c'est que je prenais tous mes fichiers d'ordinateur de mes recherches, plus mes recherches, mes premières recherches que j'avais fait au début de l'année à l'écrit, et je regardais si j'avais bien tout utilisé dans mon mémoire, et quand c'était le cas, je faisais des petites croix sur les pages ou dans mes documents sur ordi, je mettais que c'était fini, que j'avais bien tout utilisé pour m'y retrouver. Donc ça c'était un peu mon organisation, donc c'est un peu c'est pour et contre, c'est-à-dire que du coup forcément j'avais pas forcément tous mes fichiers sur l'ordinateur, même si mais en même temps je me balade toujours avec un carnet parce que tu sais jamais si t'as oublié ton chargeur d'ordinateur, si je ne sais pas, moi, si t'as pas envie de travailler sur ton ordi parce que t'as une table toute petite à la bibliothèque ou je ne sais pas, le carnet c'est très pratique, surtout que quand tu consultes des livres et que t'as besoin de prendre une citation mot pour mot par exemple, je sais pas toi, mais pour moi je trouve ça très chiant de tenir mon livre, tu sais, quand le livre se tient pas en plus, de tenir mon livre comme as et de devoir taper parce que j'ai pas assez de place sur la table pour pouvoir mettre, je sais pas, le livre sur le côté ou même l'exercice de faire comme ça, c'est très chiant. Donc du coup avoir un carnet, tu vois, je le mettais dans le livre directement et je copiais, tu vois, et ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus confortable pour moi, sachant que ça t'arrive de passer plusieurs heures en bibliothèque. C'est quand même pas mal. Ensuite aussi dans mes carnets, ce que je faisais, c'est que je notais mes réflexions que j'avais sur le moment, les questionnements que j'avais sur le moment. Donc ça, je changeais de page et je mettais en titre de ma page, je sais pas, questionnement, développement à faire ou des trucs comme ça. Et je faisais aussi mes brouillons de plans, comme tu peux le voir, c'était pour mon M1. Et je notais dessous ce que je voulais montrer dans ces sous-parties. Je notais au crayon à papier par exemple, pour changer. Je me faisais des annotations à moi-même, par exemple, changer de titre, changer de sens de sous-parties, mettre parfois peut-être les œuvres que j'allais traiter dans certaines sous-parties, etc., etc.
Donc en soi voilà. Aussi ça me servait aussi genre de carnet de prise de notes diverses, donc c'est-à-dire par exemple j'avais un document et je devais noter sa référence entièrement pour pouvoir le reporter correctement ensuite sur des PowerPoint ou ce genre de choses, on va en parler après, mais du coup voilà, je notais les références de ces documents-là complètes, comme ça après quand j'étais sur mon PowerPoint en train de trier mes documents, de les ranger, etc., j'avais juste à me reporter à ça et à taper. Voilà, tout simplement. Tu vas aussi retrouver dans mes bordels des petites notes, genre par exemple sur des bases de données, j'ai cherché, je sais pas moi, Henri Carluchet, et je note à quel numéro de page je me suis arrêtée dans les recherches. Ou les mots-clés que j'utilisais dans les différentes bases de données, pardon, et je notais si j'avais bien consulté toutes les pages ou à quelle page je m'étais arrêtée, etc. Comme ça me permettait de voir que j'avais déjà bien fouillé cette piste-là et que j'avais pas à recommencer à tout fouiller dans une base de données, si c'est une base de données qui reste fixe et qui n'approvisionne pas en nouveaux documents dans l'année. Mais voilà. Après voilà, je prends des notes comme j'avais travaillé sur des livres illustrés au brouillon. Je faisais des résumés des livres que je lisais, qui étaient illustrés du coup par Carluchet, qui était donc le premier artiste sur lequel j'ai travaillé. Généralement en fait les carnets ça me permet vraiment dès que j'ai une pensée, dès que j'ai une révélation, dès que j'ai un truc et que j'ai pas forcément mon ordi sous la main ou envie d'ouvrir et de déverrouiller mon ordinateur, tu vois, de noter tout de suite. Pendant ces années-là, même si ça continue, je me balade toujours avec un carnet, au cas où j'ai une idée qui pop-up, ou ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que pour moi, développer ma pensée, c'était plus simple en l'écrivant dans un carnet qu'en tapant sur un ordinateur, même si je sais que pour certains, ils vont préférer tout faire sur leur ordi. Moi, c'est vrai que c'est un espace qui peut vite me frustrer et où mon cerveau fonctionne pas pareil que quand j'écris à la main. Bref, je ne sais pas si ça te fait ça aussi ou si je suis juste chelou, mais voilà. Donc c'est pareil, là par exemple, c'est des références de journaux, donc d'articles que j'ai pu lire de l'époque que j'étudiais, donc voilà, et ça me permettait aussi parfois, en fait, il y avait des articles importants ou des articles qui étaient illustrés ou des articles écrits par telle ou telle personne que j'étudiais, et du coup je notais aussi, voilà, même si pour ces listings-là, j'avais quand même un dossier Word pour faciliter ma bibliographie à la fin de l'année quand il faut tout rédiger. Mais voilà, mais c'est vrai que en fait quand t'enchaînes plein de journaux et que t'es avec un seul écran, plutôt que de faire des allers-retours sur une page web, etc., c'est vrai que j'aimais bien les écrire et ça me permettait toujours d'avoir avec moi mes avancements en fait, tout simplement. Donc voilà, j'essaye de trouver d'autres choses, parce que même moi je ne sais plus ce que je faisais. Ce que je faisais aussi, c'est que je prenais les mots-clés de mon sujet et que sur une feuille, je mettais tout ce qui pouvait s'y rapporter, ce sur quoi fallait que je travaille, m'oriente, etc., etc. Aussi, pour l'année suivante, j'avais travaillé sur une revue et du coup, pour voir l'évolution de cette revue, par exemple du prix d'achat de la revue, ou etc., voilà, je posais ce genre de choses où chaque année, je sais pas si tu vois grand chose, mais bon, c'est pas grave, où chaque année, en gros, je notais le prix des abonnements annuels, etc., le prix à l'unité, etc., etc. Comme ça me permettait aussi d'avoir une évolution, mais ça, enfin voilà, tu peux le faire aussi sur l'ordi, c'est juste moi qui préfère à l'écrit. Et du coup, ouais, c'est vraiment les carnets, c'est vraiment des supports qui m'ont pas mal servi. Et j'ai encore en fait un peu cette méthode-là pour les analyses que je fais sur la chaîne, tout simplement. Donc, quand je tombe sur une œuvre, ce que je fais, c'est une technique qu'on nous avait apprise tout simplement en licence, que je continue à appliquer. C'est que donc j'ai une œuvre,
Et je vais d'abord déposer ma pensée à l'écrit dans un carnet où je vais tout simplement décrire ce que je vois, sans rentrer dans une analyse ou quoi que ce soit, pardon, et juste développer tout ce que je vois, etc. Et puis ensuite, sur une autre partie, dans un autre paragraphe ou ce genre de choses, je vais développer les pistes de réflexion que j'ai. Par exemple, je vois qu'il y a un truc qui m'interpelle dans une œuvre, je vais le noter. Je vois quelque chose que je trouve étrange, je vais le noter. Je trouve une récurrence d'un motif que j'ai retrouvé dans une autre œuvre, je le note. Je vais noter en fait toutes les réflexions que je vais avoir et tous les thèmes que je peux développer avec cette œuvre, sachant que, évidemment, avant de commencer sa description ou quoi que ce soit, je note son cartel complet pour m'y retrouver encore une fois. Et voilà, une fois que j'ai un peu organisé tout ça, je reporte ça au propre sur l'ordinateur, ce qui est pas mal pratique. Et comme voilà, j'ai fait une première ébauche, on va dire, à l'écrit, ça me permet ensuite de mieux schématiser, de mieux organiser en traitement de texte et de faire un truc un peu plus condensé, mais où je perds pas mes réflexions ou quoi que ce soit et où j'ai tout ce dont j'ai besoin. Voilà, globalement. Et comme ça, pendant la rédaction, j'ai juste à ressortir ce document et avoir tout ce que j'avais dit sur cette œuvre et toutes les recherches que j'ai pu développer autour. Juste avant du coup, parce qu'en vrai c'était une bonne transition pour aborder du coup le tri de mes fichiers sur l'ordinateur, mais juste avant je voulais faire une toute petite aparté sur les rendez-vous que tu peux avoir avec ton directeur de mémoire. Donc moi ce que je faisais, c'est que généralement j'avais un rendez-vous une fois par mois. Ça va dépendre des directeurs de mémoire parce qu'il y en a qui vont t'accorder un peu moins de rendez-vous et un peu moins d'écoute. Donc ça va vraiment dépendre de chaque professeur. Mais avec mon ancien directeur, je le voyais une fois par mois. Et du coup, ce que je faisais, c'est que dans des tout petits carnets comme ça, je notais les avancements de mon mois, ce que j'avais pu trouver, développer pendant le mois, et puis s'il m'avait donné des pistes, lui dire si elles avaient été bonnes ou non, si ça m'a mené à d'autres choses, et aussi si j'avais découvert d'autres choses, voilà, et puis m'organiser sur ce que je voulais lui montrer pendant ce rendez-vous. Donc ça permet d'avoir des rendez-vous beaucoup plus efficaces, c'est beaucoup plus pratique aussi pour ton directeur de mémoire qui te reçoit de savoir de quoi tu parles, ce qu'on avait fait le dernier mois, de lui rappeler, parce que comme aussi il a plusieurs étudiants, il se souvient pas forcément de ce que vous avez dit à la dernière entrevue. Donc voilà, et puis ensuite pendant ce rendez-vous-là, je note les nouvelles références qu'on me donne, que ce soit les nouvelles références bibliographiques, les nouvelles pistes à aborder, les réflexions qu'on a pu avoir ensemble, etc. Et du coup en fait ça te permet d'avoir une espèce de deadline par mois sur ce que tu dois faire, dans quelle direction tu dois aller, etc. Parce que c'est vrai qu'au début de l'année, quand tu commences tes recherches, tu vas t'éparpiller de partout, c'est normal, parce que déjà, si t'es en M1, tu rentres en M1 après une licence ou je ne sais quelle autre étude, et du coup, t'as pas forcément encore le cadre et la méthodologie, mais même en fait, juste t'abordes un nouveau sujet, et du coup, ça fait que tu t'éparpilles partout pour pouvoir comprendre ton propre sujet, quoi, tout simplement, et pouvoir le développer dans tous ces mots-clés, dans tout ce qui l'entoure. Donc c'est normal, et du coup ça permet quand même de se cadrer, d'avoir ce genre de choses, et moi ça m'avait beaucoup aidé à savoir, là on avait dit qu'il fallait que je développe ce point-là, et que je cherche du côté, je sais pas moi, de cette piste-là, du coup faudrait que je le fasse, et puis cette piste va m'amener à d'autres choses, etc., etc., et du coup ça va me faire avancer. Donc c'est vrai que ça c'était plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie mon organisation avec les carnets, etc. Donc je pense que tu vois que les carnets m'ont pas mal servi à faire beaucoup de choses, que ça soit juste des brouillons pour développer mes idées ou développer mon plan, ma problématique, etc. Noter mes rendez-vous avec mon professeur et le contenu de nos entretiens. Juste écrire des choses factuelles comme des cartels, des références bibliographiques ou ce genre de choses, noter mes recherches, etc. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Aussi au niveau de l'organisation, ce que je faisais, c'est que par mois, je me faisais un planning. En fait, je notais un petit peu
ce que je voulais faire dans le mois, que ça soit par exemple aller voir telle expo parce que ça peut m'aider sur mon mémoire, aller voir telle expo parce que j'ai envie de me libérer l'esprit et voir autre chose, aller voir mes copines, aller boire un verre machin là, aller faire mes courses, enfin vraiment j'avais mon planning du mois où je notais au fur et à mesure ce qui s'enchaînait dans le mois et ce que je devais faire. Par exemple, avec le Covid notamment, on a dû commencer à faire des réservations à la bibliothèque, donc noter mes rendez-vous à la bibliothèque, noter mes rendez-vous avec des conservateurs, avec des gens du milieu tout simplement, noter mes rendez-vous avec mon directeur de mémoire, noter les devoirs que j'ai à rendre, enfin bon bref, de l'organisation basique de planning de ce que j'ai à faire dans le mois, tout simplement, mais que ça soit au niveau personnel ou au niveau pro, comme ça me permettait de voir où étaient mes jours libres, ou est-ce que je pouvais faire autre chose que du mémoire, ce genre de choses. Donc voilà. Ensuite du coup je pense qu'on va pouvoir un peu plus passer à l'organisation de mes dossiers sur l'ordinateur. Je vais essayer de te mettre un screen de mes fichiers dans la mesure du possible de ce que je peux te montrer. Il y a certaines choses que je peux pas te montrer, mais globalement ce que je faisais, c'est que je fais un fichier égale une œuvre. Donc par exemple, ton artiste, il a peint 5 tableaux. Évidemment, voilà, enfin, tu comprends, mais c'est juste pour te donner une logique. Il a peint 5 tableaux, donc ces 5 tableaux auront un dossier distinct, pardon, j'arrive plus à parler. Et dans chacun de ces dossiers, donc, dans le dossier de chaque œuvre, tu auras une image de l'œuvre, une description de l'œuvre basique sans analyse, avec du coup mes réflexions autour de cette œuvre, les questionnements que ça me pose, tout ce que je peux réfléchir autour de l'œuvre. Ensuite, il va avoir les recherches qui s'y rapportent à cette œuvre, s'il y a eu déjà des choses qui ont été écrites, ou des éléments autour qui pourraient expliquer cette œuvre et aider à l'analyse. Ensuite, ce que je fais, c'est que je rajoute aussi un fichier sur sa réception critique à son époque, donc comment elle est perçue par les contemporains, et si on a parlé d'elle dans les journaux, si elle a été exposée, je sais pas moi, dans une exposition, dans un salon, si c'était l'œuvre, enfin si c'était commandé par quelqu'un, si bref, tout ce qui va entourer cette œuvre, ça sera dans son petit dossier, ce qui te facilite la tâche, encore une fois, quand tu es en rédaction, puisque tu auras tous les documents autour. Tout est bien référencé, chaque titre, je donne, je sais pas, moi par exemple, analyse, recherche œuvre, description, enfin voilà, des titres quand même basiques. Là, moi je vais aller sur mon ordi pendant que toi tu auras très sûrement des screens. On va aller voir du côté de Karruecher parce que c'est un peu plus simple. Alors, évidemment, je ne suis pas parfaite, donc il y a des choses qui sont pas rangées. C'est super. Donc voilà, ce genre de choses, ça te fait retarder, ça te fait prendre un peu de retard. Mais par exemple, là j'ai un dossier œuvre, donc je vais dans le dossier œuvre, et tu vas voir que tout est nommé en fonction du titre de l'œuvre, à quelques exceptions près, où là j'avais fait vraiment un dossier spécial pour les illustrations de journaux chez lui. Voilà, dedans se trouve un document, donc Anatole France c'est l'auteur de cet ouvrage, donc un document qui en fait va va avoir un résumé de l'œuvre. Il me semble qu'il y a aussi des transcriptions de lettres qui parlent de cette œuvre-là. Un petit blabla sur Anatole France, la réception critique de son époque, etc. Là, il y a tout dans un seul dossier. Et évidemment, l'œuvre, bon là comme c'est un livre illustré, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de choses numérisées. Donc voilà pour ce genre de choses. Ensuite, je vais avoir des dossiers, par exemple, archives textuelles, donc ça peut être des catalogues de vente, le dossier étudiant des beaux-arts de Karruecher, expo, je ne sais plus ce que c'est, ça fait un moment, des documents autour d'expositions qu'il y avait de son temps, des extraits de journaux où on parle de lui, et témoignages, c'était pour un épisode d'harcèlement pendant son éducation aux beaux-arts. Bref, si tu veux en savoir plus sur Karruecher, soit dit en passant, il y a des vidéos sur lui.
Et évidemment des documents biographiques, donc voilà, avec quelques archives. Et j'avais aussi fait du coup un fichier pour les correspondances et lettres, donc avec le destinataire et puis celui qui écrivait la lettre tout simplement. Donc là je sais pas si j'ai trop le droit de te les montrer, donc je vais pas te montrer les fichiers tels qu'ils sont, mais en gros j'ai en photographie toutes les lettres, parce qu'évidemment avec le Covid c'est un truc que ça nous a bien appris de prendre en photo tout ce que tu vois, pour être sûr que si tu veux pas te rendre à telle ou telle bibliothèque, si telle ou telle bibliothèque ferme, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, t'as toujours une copie avec toi. Et puis aussi parce qu'il fallait les mettre en annexe, tout simplement. Et ensuite, donc j'ai un fichier où j'ai transcrit toutes ces lettres, parce qu'avec cette écriture, etc., parfois c'est un petit peu compliqué à lire. Et puis même pour toi, ça fait gagner du temps d'avoir ce genre de choses. Donc par exemple, dans cette transcription, tu vois que j'ai mis des crochets, pour la simple et bonne raison qu'il y a certains mots que je n'ai pas réussi à déchiffrer. Par conséquent, je mettais des crochets et 3 petits points pour indiquer qu'ici il y a un mot manquant. S'il y a plusieurs mots manquants, il n'y a pas d'exemple ici, mais je mettais plusieurs crochets et 3 petits points à la suite. Par exemple, s'il y a, je sais pas moi, 2 crochets et 3 petits points à la suite, ça veut dire qu'il manque 2 mots. Et puis il y avait d'autres choses qui étaient en crochet, c'était des mots où j'étais pas sûre en fait de ce qui était marqué, mais qui avaient l'air de faire sens dans la phrase, donc je les notais, mais par précaution je les mettais quand même en crochet pour dire bon là faudrait peut-être un peu plus regarder, un peu plus analyser. Pour la transcription des lettres, je te conseille fortement de les transcrire tant que tu as le papier juste à côté de toi, parce que il est parfois plus simple de transcrire une lettre quand tu as le réel document à côté de toi plutôt que de les transcrire avec leurs photos. Donc voilà, ça c'est un petit conseil que j'ai appris pendant mon M1 où j'ai vu que bon voilà, c'était un peu galère. Donc évidemment voilà, je note tout ce qui a marqué sur la lettre dans mes transcriptions et je respecte la présentation de la lettre, évidemment. Ça paraît un petit peu logique. Donc voilà, voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme fichier. Livre consulté, donc ça c'est une note en fonction voilà, des livres que j'ai pu lire. Évidemment là il n'y a pas tout, mais là en fait c'est des livres qui m'ont extrêmement aidée et où j'avais beaucoup de choses dedans qui étaient importantes pour mon mémoire. Et du coup là, je prenais la peine de vraiment faire un fichier bien organisé et de noter les choses qui étaient intéressantes. Et puis pour ce qui est du reste, c'était dans mes carnets de notes où voilà, j'avais mes notes ou directement dans les fichiers des œuvres et des notes en bazar comme ici qui n'ont jamais été rangées. Donc voilà, on peut pas être parfait, hein. Je te donne des astuces d'organisation, mais enfin même moi je les respecte pas forcément, hein, donc ne t'en fais pas là-dessus. Et donc ensuite ce qu'on va aller voir c'est mon organisation au niveau des PowerPoint. J'ai oublié de te le dire aussi, mais c'était plus... attends, on va voir ça là. Parce que c'était plus le cas dans mon deuxième mémoire, donc là déjà tu vois que c'est un peu mieux organisé. Donc j'avais un dossier personne qui me permettait, bon là il n'y a que Louis Baudry dessus, je ne sais pas où sont les autres, qui me permettait en fait pour chaque personne majeure que je pouvais avoir en fonction de mon sujet de deuxième année, comme il était plus thématique, je rencontrais plus de personnes, donc c'était plus pratique de faire comme ça. Voilà, je notais les archives et les documents qui se référaient à lui. Mais c'est vrai que j'ai pas mis les autres personnes parce qu'elles sont tout simplement rangées dans des fichiers dans mon téléphone. Voilà, j'en ai un peu partout, mais au moins ce qui est pratique avec mon cerveau, c'est que je sais quand même où tout est disposé, mais voilà, si t'es le genre de personne à vouloir bien que ça soit tout carré, mets tout dans dans une seule machine, hein. Mais voilà, on retrouve les recherches bibliographiques avec les différents livres majeurs que j'ai utilisés et encore une fois des recherches en vrac, pas rangées, voilà.
Et donc après ce que je faisais, donc là il y avait les différents numéros de Mia, voilà, et hop hop hop. Et du coup toutes les numérisations étaient dedans. Et je suis en train de me dire il n'y a pas tout, donc je crois que malheureusement j'ai dû déplacer des fichiers que j'ai dû sûrement mettre ailleurs pour un peu alléger l'espace de mon ordi. Je me disais aussi que c'était quand même très bien rangé et qu'il y avait très peu de dossiers, mais c'est parce que j'en ai mis une partie sur ma clé USB pour alléger mon ordinateur. Mais du coup, ce que je voulais te montrer, c'était les annexes, dans le sens où comment je me débrouillais pour faire ce genre de choses. Donc j'avais un dossier qui s'appelait Corpus PowerPoint. Et en fait, dedans, je faisais des PowerPoint pour différentes choses. Donc ça pouvait être une compilation d'articles sur Louis Podrizzoni, qui est le rédacteur en chef de la revue sur laquelle j'ai travaillé. Comme je travaillais sur la représentation de l'automobile, j'avais un corpus sur l'automobile dans les Beaux-Arts. Et ensuite, comme je travaillais sur les illustrations de la revue, j'avais le corpus des illustrations qui m'intéressaient pour mon sujet dans un autre PowerPoint. Ça fait beaucoup. Et un dossier sur la réception critique de Mia dans les journaux. Donc je vais surtout te montrer le corpus automobile dans les Beaux-Arts et le corpus des illustrateurs de Mia, parce que c'est des images que je peux te montrer puisqu'elles sont présentes en ligne. Donc voilà, tout simplement ce que je faisais, c'est que dans ces PowerPoint, je mettais pour chaque slide une œuvre, son cartel complet. Là il manque juste les crédits photographiques, mais je faisais ça et tout ça, je les triais pas par médium ou quoi que ce soit ici, parce que c'était vraiment un corpus annexe qui me permettait de compléter mes réflexions, de compléter ce que je racontais. Donc c'est classé par ordre chronologique et du coup tu vas retrouver différentes œuvres qui traitent de l'automobile et je préférais en fait cette méthode là que d'avoir tout dans un seul fichier et de pas avoir un titre complet. Donc voilà, hein, ça peut provenir de livres, de lieux que j'ai visités, d'images en ligne, etc. etc. Donc voilà, je peux pas tout montrer, il y en a beaucoup. Et puis voilà, hein, globalement, très intéressant, voilà. Et ensuite, ce que je faisais pour l'identification des illustrateurs sur lesquels j'ai travaillé cette fois, donc sur quelque chose de beaucoup plus thématique, je faisais toujours une slide, une illustration. On va voir qu'il y a eu des petites variantes, mais voilà. Et pour les classer, parce que j'en avais quand même pas mal, là par exemple il y a 249 diapos, je mettais une slide noire avec un titre. Donc là par exemple c'est les illustrateurs que j'ai pas réussi à identifier, avec du coup le numéro de la revue. Donc là c'était la revue du 20 janvier 1906 et à quelle page j'avais retrouvé cette illustration, parce que là tu vois qu'elle est décontextualisée de son texte et du coup si j'avais besoin de voir l'article dans lequel l'illustration apparaissait, j'allais directement dans mes fichiers à moi où je savais, j'allais dans le dossier 1906, machin, etc. Tu as compris. Et ensuite, une fois passé les identifications inconnues, il y avait les noms des illustrateurs. Bon là c'est l'illustrateur X, c'est pas le meilleur exemple, c'est juste que sa signature est en forme de X, mais j'ai jamais pu l'identifier complètement, mais du coup ensuite leurs illustrations sont classées par ordre chronologique. Voilà. Évidemment je note aussi mes interrogations sur les identifications, donc ici la signature c'est soit SIL, soit GL, soit CL, je ne savais pas, bref. Et là, ça va être un peu plus intéressant. Donc ça, c'est les illustrateurs que je peux identifier et où je vais noter leur bibliographie directement ici, puisque quand je vais me référer à leurs œuvres, j'aurai déjà tout dans un seul fichier. Et du coup, voilà, je notais les petites informations importantes que je trouvais dans les dictionnaires d'illustrateurs. Et puis là, on a une archive qui n'est pas bien référencée, mais qui est correctement référencée dans le fichier où elle se trouve sur mon ordinateur, mais bref,
où il me semble que c'était soit son acte de naissance, soit son acte de décès. Je pense plus de décès vu la typographie utilisée. Et puis voilà, encore une fois, je notais dans quel numéro ça apparaît, à quelle page, etc. etc. Et donc j'ai fait ça avec tous les illustrateurs. En plus de ça, ces illustrations, je les ai imprimées et j'ai fait une typologie sur un mur de mon appartement. Donc une typologie, c'est quoi? C'est classer tes œuvres, tes images en fonction, je sais pas, d'un thème ou de quelque chose de récurrent qui revient chez elle. Donc c'est un classement. Moi par exemple, c'était en fonction des thèmes abordés par ces illustrations. Donc ça pouvait être les accidents de voiture, la figure du mécanicien, la figure de la femme au volant, ou de la femme avec l'automobile, la figure de la femme tout court, comment étaient dépeints les Gotha, l'aristocratie, bref, ce genre de choses. Donc je classais tout ça. Donc par exemple, je sais pas moi, je vais essayer de trouver un exemple simple. Par exemple dans cette illustration, je la classais dans accident de la route. Et plus je notais sur mon petit papier, plus rentre aussi dans la catégorie Gotha, représentation de l'aristocratie. Et du coup, quand je rédigeais, c'était beaucoup plus simple dans mes sous-parties de prendre cette œuvre et d'en parler dans la sous-partie qui parlait de la représentation des accidents de la route dans les illustrations. Voilà. Mais ça, tu peux faire un autre PowerPoint et faire un classement typologique dans un autre PowerPoint. Mais c'est juste que moi, j'aimais bien, pendant ma rédaction, avoir toujours mon grand mur avec plein d'illustrations sous les yeux. Et je t'en ai pas parlé, mais aussi ce que je faisais pour garder toujours sous mes yeux. Alors là, comme j'avais pas fini mon mémoire ici, c'est pas le bon plan, c'était pas le plan final, mais comme tu peux le voir, j'ai fait un plan sur une ardoise et en fait généralement je l'avais toujours à côté de moi pour savoir un petit peu dans quelle partie j'étais et sur quoi j'allais déboucher pour préparer une transition, pour garder de vue ce qui arrive après en fait dans mon développement. Et généralement j'avais la problématique toujours notée en quelque part aussi, mais je crois que c'était sur une feuille volante que j'accrochais à mon mur pour toujours garder en mémoire la problématique que j'ai, parce que quand tu rédiges et que tu analyses des choses, ça t'arrive de dévier un peu de ton sujet parce que tu es dans ton analyse et que tu as envie d'aborder plein de choses. Et du coup, d'avoir ta problématique toujours à côté de toi, ça permet de te recentrer et de te calmer un petit peu parfois. Donc voilà. En soi, je pense que c'est tout, c'est tout, ça fait beaucoup quand même. Au niveau de mon organisation, je pense que c'est fini, c'est tout ce que j'avais à dire. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Et je le répète encore une fois, ma méthodologie peut te convenir peut-être, mais peut aussi absolument pas te convenir. Et c'est pas grave, c'est absolument normal parce qu'on a des cerveaux différents et que forcément ça fonctionne pas de la même façon. Pour certains, ma méthode peut être ultra organisée et tout, et pour d'autres elle peut être un peu bordélique parce que je m'éparpille sur plusieurs médiums, j'allais dire. Mais oui, je suis à la fois sur carnet, ordinateur, téléphone. Donc voilà, mais en tout cas c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'est toujours comme ça que je fonctionne pour mes vidéos d'analyse et une fois ça me convient comme ça, c'est ma méthode de travail et donc voilà, donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera la semaine prochaine justement pour une analyse. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut!